Alors je Bah oui, la prof, reçois elle a dit. à l'instant, glissé comme un courant d'air sous la porte, cette lettre qui est bien à mon nom et non pas au nom de Toby Lolness Désolée. et qui a comme expéditeur les Charançons, Enclos des Charançons, l'arbre. Alors j'ouvre parce que... Très bien. Enfin très bien. Terrible pour moi. Cher Timothée, je suis le porte-parole des Charançons de vos livres et en tant que tel, j'aimerais vous faire remarquer que c'est honteux, horrible même, la façon dont vous nous traitez dans vos ouvrages. C'est vrai quoi, les enclos, les fouets, même notre réputation est honteuse. Certes, nous, Charançons, sommes hideux, géants, mais nous ne voulons pas être les méchants. Nous avons des cœurs, vous savez. Alors s'il vous plaît, si vous sortez un autre tome, une piscine et des cocktails dans nos maisons, ce serait pas du luxe. Cordialement, les Charançons de Toby Lolness. Il y a un PS, et s'il vous vient l'idée de nous refaire passer pour des méchants, nous sortirons de nos pages et dévorerons le livre. Et alors ces Charançons ont quand même l'impudence de mettre des petites branches de cerisier en fleurs pour bien montrer à quoi va ressembler leurs 4 heures, car les Charançons mangent les arbres. Bah, merci de m'avoir fait passer cette lettre. Merci aux factrices, aux facteuses, ou je sais pas comment on dit. Merci. Bah, alors, on a quelques questions à vous poser. D'accord. D'abord, comment vous avez eu l'idée d'écrire cette histoire? Alors, l'histoire de Toby, quand je cherche le point de départ, je remonte le fil là, pour essayer comme une araignée d'ailleurs, pour essayer de voir d'où ça commence, par où ça commence. Je crois que c'est au fin fond de l'enfance. C'est-à-dire c'est vraiment à 5 ans, 7 ans, 8 ans, galopant dans l'herbe, grimpant dans les arbres, faisant des cabanes. Je crois que c'est là. Et comme c'est en même temps, c'est aussi le moment où me vient le plaisir de raconter des histoires, les raconter, enfin à partir du moment où je sais écrire, où j'ai eu envie de raconter des histoires. Et pour moi, quand beaucoup plus tard, c'est-à-dire très vieux, à l'âge de 30 ans, je crois, c'était mon premier roman, je me suis attaqué à Toby Lolness, j'ai replongé dans ses souvenirs de l'enfance. Et j'avais besoin de partir de là. Et c'est pour ça que sur le Toby Lolness, il y a écrit Gallimard Jeunesse, parce que c'est dans la partie jeunesse de l'éditeur Gallimard. Mais pour moi, c'était surtout jeunesse parce que justement, j'allais puiser dans mon enfance le point de départ qui est celui de la nature, qui est celui de réduire un personnage comme on a tous le rêve d'un petit bonhomme qui courrait là le long d'un millimètre et demi, qui courait le long du fil, et le fil deviendrait plus grand que la grande muraille de Chine pour lui. Quant à un pneu, je sais pas, mais c'est une sorte de monument gigantesque. Tout devient démesuré quand on est minuscule. Donc tout ça, c'est l'enfance. Et je dirais pas la même chose. Mon dernier livre s'appelle Van Gogh, et je pense que lui est plutôt né dans l'adolescence. C'est plutôt, enfin, a fait ressurgir des choses de l'adolescence. Est-ce que vous vous identifiez à un personnage dans votre livre? Alors, j'ai toujours peur de faire des jaloux dans mes personnages, que les Charançons jaillissent de l'enveloppe pour me dire « Ah non, ça y est, vous nous tapez encore dessus !» Mais j'ai peut-être... Alors, pas tellement mes héros. Bizarrement, Toby, je m'identifie pas à lui, peut-être parce que justement je suis dans ses yeux, j'avance avec lui, je tourne à gauche avec lui, je tourne à droite avec lui, je suis complètement tout près de lui comme on l'est dans un jeu vidéo, hein, on avance, et finalement on se regarde pas dans la glace, donc on est moins sur soi-même. Et ça serait plutôt dans les personnages secondaires, je pense à un personnage qui s'appelle Niels Amen, qui est un personnage qui n'était pas prévu au programme, que je ne pensais pas du tout mettre dans ce livre-là. Tous mes plans étaient sans Niels Amen. Et puis à un moment, il sort, il arrive, il s'impose.
Et peut-être que ce personnage, ses conflits avec son père, Nord Samen, qui est un bûcheron qui le prend pour un nul, tout ça peut-être me touche particulièrement. J'ai senti une tendresse pour lui. Et résultat, j'en ai fait un héros en 3 chapitres. Et dans le 2e volume, ça devient un personnage encore plus important. Voilà. Donc Nils peut-être. Mais à vrai dire, je pense qu'on met, même dans les méchants d'ailleurs, on met des petites choses de soi, de ce qu'on n'aimerait pas devenir ou de ce qu'on croit qu'on risque de devenir ou des gens qu'on aime ou des gens qu'on n'aime pas. Enfin, il y a un mélange de tout ça. On est des vastes machines à recycler. Tous ces auteurs qui sont derrière les tables, là, sur 500 mètres, c'est des gens qui recyclent la vie, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils traversent, tout ce qu'ils voient. Ils en font une sorte de terreau dans lequel poussent parfois des belles choses, parfois des très mauvaises, mais parfois des belles choses. Pourquoi ce livre quel message voulez-vous faire passer? Alors, quel message? J'espère... En fait, je n'ai pas trop l'intention de faire passer des messages. Je ne pars pas en me disant... allez, justement, comme ce courrier, là, je vais aller porter ce message au lecteur. Tiens, voilà mon message, comme un tract. Au contraire, le message, il doit être porté par la vague, emporté par le courant, comme porté par la Marne, porté par... il faut qu'il y ait beaucoup, il faut que l'eau soit haute pour que le message puisse passer. Donc, je veux de l'aventure. Je veux que le lecteur, je le chope par le col, et que je le lâche pas. Et là, le message peut passer. Et mes messages, ils sont simples. C'est simplement ce que j'aime, ce que je crois, ce que je suis. Voilà, par exemple, est-ce que Toby le Nez est un roman écologique, par exemple, ou écologiste? Ça n'est pas dans mon intention au début. Simplement, je parle d'un arbre, je vois tout de suite sa fragilité, je compare à la fragilité de notre monde. Tout ça vient naturellement. Et j'ai pas à faire passer le message en y mettant un ciseau à bois pour soulever l'écorce et mettre mon message. Ouais. Je veux que ce soit emporté par le plaisir de la lecture, par le plaisir des mots et par l'aventure. D'accord. Le métier d'écrivain, pour vous, c'est plutôt un métier ou une passion? Alors là, au départ, c'est de la pure passion, avec même l'impression que ça pourrait jamais devenir un métier. Je crois pas qu'à... Je vous ai dit que très jeune, je me suis mis à raconter des histoires, mais je ne crois pas qu'à 12 ans, on m'aurait demandé mon métier, quel métier je veux faire. Je n'aurais pas dit écrivain parce que je ne savais pas, à vrai dire, que c'était un métier. Je ne savais même pas que ça existait comme métier. Mais je savais que je continuerais à écrire, que je serais peut-être, je ne sais pas, médecin ou menuisier ou pompier, mais que j'écrirais à côté. Et puis finalement, c'est devenu un métier à partir du moment où ça a commencé à manger tout mon temps. Et donc, c'est un de ces métiers, mais il y en a beaucoup comme ça. Moi, je rencontre des gens. Hier, j'ai vu ma fille a eu un examen médical. J'ai vu une infirmière et un radiologue. On pourrait leur dire la même chose. Est-ce que c'est une passion ou est-ce que c'est un métier? Ils faisaient leur métier avec... Ils ont réussi un enfant qui était tout tremblant de peur. Ils lui ont réussi à la faire éclater de rire et la radio devenait impossible à faire voilà, devant les appareils et les machines. Donc voilà, moi, je crois que tout métier doit être aussi une passion. Voilà. Oui. Y a une phrase qu'on a beaucoup aimée dans votre livre, Ouais. C'est la peur qui fait tomber. Ah. Et on se demandait comment vous avez... c'est quoi... de quoi avez-vous le plus peur en fait? Pardon, D'où vient cette phrase et cette aussi, phrase. C'est marrant parce que on parlait des messages tout à l'heure, et moi je suis toujours un peu gêné quand je dis des sortes de phrases qui ressemblent à une sorte de philosophie de poche. On est dans le salon du livre de poche, donc c'est une philosophie de poche, une philosophie portative comme ça, et je suis un peu gêné parce qu'il y a un côté... j'ai l'impression de faire mon vieux grand-père savant et sage qui donne ses leçons aux lecteurs. Et en fait, c'est pour ça que ces idées-là, il faut qu'elles viennent. Je ne les mets pas sur un carnet en me disant tiens, j'essaierai de la placer cette phrase. C'est mon héros, Toby, qui parce qu'il a peur, se met à trébucher, et je l'observe, je le regarde et j'en sors cette petite observation. C'est pour ça que j'aime bien mettre des
des vieux personnages dans mes livres. Dans Toby, il y en a un paquet, que ce de Sim Lollness à Paul Collin, à toute une bande. À un moment, il y a au moins une trentaine ou une quarantaine de vieux personnages dans une université, dans une prison, là. Tout ça, j'aime bien parce que ceux-là, je peux leur refiler cette petite sagesse et la faire passer de manière plus légère. Parce que dans Van Gogh, il y en a aussi un paquet de personnages. Souvent, on dit dans les livres pour les jeunes, il faut des très jeunes héros et uniquement des héros de moins de 15 ans. Et ben moi, je mets du troisième âge à ne savoir qu'en faire. Et est-ce que vous avez une phobie ou quelque chose dont vous avez très peur? Alors, est-ce que j'ai une phobie? Alors, ce qui est très bizarre, mais j'ose même pas le dire parce que c'est que j'ai tendance à avoir de plus en plus le vertige. Or, je ne peux pas m'empêcher, dans tout ce que j'écris, de mettre de la verticalité, des personnages qui grimpent le long de l'écorce, qui escaladent les gratte-ciel de New York, qui me marchent sur des fils, alors qu'en fait, j'ai l'impression, moi, que ce soit en haute montagne, que ce soit pas en haut d'une échelle, vraiment, mais j'ai plutôt le vertige. J'ai un copain qui est auteur aussi, qui s'appelle Eric Lhomme, qui est un super auteur et qui, lui, passe son temps à escalader même des monuments dans Paris, voilà, des choses que Van Gogh a fait et ben lui, il est capable de le faire. Et j'admire ça parce que moi, c'est peut-être pour ça que je mets autant d'ascension et de verticalité dans mes livres, c'est que ça me fait plutôt peur. Mais sinon, je suis pas trop heureux, c'est-à-dire, je suis plutôt un petit peu aventurier comme mes héros, tout petit peu, en modèle réduit. Une question un tout petit peu plus personnelle. Ouais. Aimiez-vous l'école? Avez-vous des bonnes notes à l'école? Question très importante, parce que vous savez, c'est toujours la question, on aimerait pouvoir dire non, j'étais un cancre au fond de la classe et déjà je bâtissais mes histoires et mes cathédrales de papier, voilà. En fait, moi j'étais plutôt pas mauvais élève, plutôt assez... Voilà. Alors ensuite, le résultat, ça n'a pas été... ça dépendait des profs, j'avoue que je traitais déjà mes profs comme des lecteurs. C'est-à-dire, il y avait des années où je faisais un best-seller. Je sais pas, par exemple, l'année du bac, j'ai eu 18 et 19 pendant toute l'année du bac en philo, et le jour du bac, j'ai eu 8. Voilà. Donc là, j'étais tombé sur un prof qui était plutôt un fan pendant l'année et pas du tout un fan à la fin. Donc c'était pas très, très régulier. Mais ça a toujours été. Puis j'ai continué plutôt des études de lettres après le bac, des études de littérature, et je suis devenu prof de français d'ailleurs quelques années, pendant 5 ou 6 ans, dont 2 années à l'étranger, au Vietnam. Et voilà. Mais j'étais vers le bon milieu de la classe, qu'on appelle le ventre mou de la classe, là, au milieu. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Mon endroit préféré, je suis en train de changer d'endroit préféré. Ce qui est bizarre, c'est que j'étais dans des lieux publics uniquement, à écrire dans des bibliothèques, à écrire dans des lieux où il y a du monde qui travaille autour. Quand je fais tomber un stylo, on me hurle dessus. Quand mon téléphone sonne, on me donne un coup de pied aux fesses et on me sort de la bibliothèque. Parce que c'est vrai que quand on travaille, on n'a pas de patron, on est tout seul, on travaille dans son coin. Et là, ensuite, je suis en train de changer, je suis en train de me construire, mais j'ai vraiment construire un atelier, un endroit qui sera à moi dans Paris, une boutique qui fait un angle comme ça, tout petit. Mais j'ai creusé, puis j'ai découvert une cave en dessous, donc je fais un escalier qui est relié en bas. Et là, ça va être une autre manière, c'est d'avoir un lieu à moi. Voilà. Mais là, c'est le début de l'été. Et on part, quand on part en vacances, on part souvent avec une boîte à chaussures avec plein de livres, mais on part aussi quand on écrit avec quelques cahiers. Et donc, j'ai l'avantage d'avoir aussi un atelier portatif et de pouvoir, ce matin, dans le RER, observer 2 jeunes gens amoureux qui se disaient des choses en langue des signes et de me dire, tiens, ça sera peut-être dans un de mes livres un jour. Là, voilà, métro, au début au RER de Aubert. Donc c'est quand même... Le métro peut être aussi un atelier, un moment comme ça, des rencontres comme on en a là depuis ce matin. Tout ça, voilà, je porte aussi un atelier qui est comme une bulle autour de moi. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont inspiré ou qui sont vos modèles?
Alors oui, là, j'ai dit tout à l'heure qu'on était des grosses machines à recycler, comme du compost de vie, et c'est aussi du compost de lecture. J'ai essayé de gommer petit à petit un petit peu mes influences trop marquantes, parce que ma maman m'a sorti un texte écrit à l'âge de, je vais dire 8 ans, mais si ça se trouve c'est 12, qui s'appelle « Le tour du monde en 5 ballons à gaz ». Et là, c'est vraiment toutes mes lectures de la semaine qui devaient y passer, quoi. Le tour du monde en 80 jours, le ballon rouge, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on a tendance, et je le dis aux écrivains planqués parmi vous, aux jeunes écrivains, c'est qu'on a tendance à écrire, on vient de lire 3 livres sur les vampires et on va en mettre forcément 12 dans son prochain texte. Et petit à petit, on se libère et on essaie d'avoir quelque chose de plus personnel, d'écrire plus près de soi. Et donc, peut-être mes grandes admirations, je ne sais pas que j'essaie d'éviter la réponse, mais la question, mais mes grandes, par exemple pour Toby, j'ai vraiment du mal à dire. Est-ce que c'est Jean-Marie Pelt, je ne sais pas si vous voyez, qui est un biologiste végétal, qui écrit des choses sur la nature, qui n'a rien à voir avec du roman d'aventure, mais qui peut-être m'a influencé, parce que depuis que j'ai 12 ou 13 ans, je lis ses livres. Je m'en souviens d'un qui s'appelle « Les plantes, amour et civilisation végétale ». Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais je le lisais avec passion. Quand même Alexandre Dumas pour l'aventure généreuse et à ne savoir qu'en faire, et le livre qu'on referme en se disant zut, pardon, c'est fini, je ne relirai plus pour la première fois jamais Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo, ça c'est sûr. Et puis aussi de la poésie, Arthur Rimbaud, de la poésie en mots, en prose et en roman, comme dans Flaubert, qui pour moi est aussi un poète, des romans du 19e siècle, vraiment que j'aime beaucoup, puis du théâtre plus contemporain, du théâtre, je pense à Jean-Luc Lagarce, qui est un auteur de théâtre que j'admire énormément. Tous ces gens-là, je les mets dans mon cabas, et je les emmène avec moi quand j'écris. J'essaie de les faire taire quand ils me disent écris un peu comme moi, écris un peu comme moi. Jean Giono, je pense à Giono, que j'adore, que j'admire, parce qu'il y a un olivier juste en face de moi. Et voilà, mais faut être libre par rapport à ces auteurs, et en même temps ne pas les bâillonner non plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je suis impressionné. Il faut vraiment que vous avez une carrière formidable de journaliste ou d'animateur en tout genre, d'animatrice devant vous. Et merci aussi à tous ceux qui ont assisté à cette rencontre. Merci. Et merci pour le prix.